Aujourd'hui, on va peut-être être davantage axé sur la question de la trace, de l'indice dans l'enquête, à travers deux interventions, et je remercie les conférenciers qui ont souffert pour arriver jusqu'ici. Tout d'abord, Marc Renville, directeur de recherche au CNRS, et qui est responsable du CLANOR et du site Criminocorpus. Marc va certainement nous parler en détail de la question de la trace et de l'indice dans l'enquête policière sur Vacher, c'est ça, comment finalement est-ce que la police scientifique joue un rôle ou pas dans cette affaire de tueur en série. Alors bonjour à toutes et à tous, donc effectivement bravo d'avoir réussi à nous rejoindre ici, nous-mêmes on était dans le même bateau si j'ose dire, en tout cas dans la même rame de métro sûrement. Donc on fait une conférence en deux temps et de cette manière à deux voix, et l'idée c'était de proposer, de percevoir la distance parcourue par la police scientifique dans sa collaboration à l'enquête judiciaire entre deux moments forts de son histoire. Le premier dont je vais vous parler, c'est celui de l'arrestation du premier grand tueur en série français médiatique. Alors je précise médiatique, ça me permet de dire que c'est vraiment le premier, parce que des tueurs en série, il y en a eu d'autres avant. Mais celui-ci est vraiment médiatique au sens où il a utilisé les médias en fait pour justifier ses crimes, pour clamer son innocence. Mais ce n'est pas l'aspect que je développerai aujourd'hui, puisqu'on va s'intéresser plutôt à comment ce tueur a pu d'abord sévir sans être arrêté, puis après ensuite quelles ont été les conditions de sa arrestation et qu'est-ce qu'elle nous raconte de l'histoire de la police scientifique. Et puis le second temps, ce sera celui du présent, avec le général Richard Marais. Donc. Je m'excuse, j'ai oublié de présenter ton livre, Richard. Donc, non, mais les experts entrent en scène, parce que j'ai l'habitude de présenter celui de Marc, pardon. Donc, ce sera Richard donc, qui vous présentera le présent, même si il se présente comme un homme du présent, mais il a aussi un attribut que vous avez peut-être vu, si vous avez vu en dehors des archives nationales, une pipe, qui a une trace du passé littéraire et fictionnel de l'enquête, comme vous le savez. Bon. Alors je suis historien, mais pas policier. Ce que je vais vous dire est donc aurait été une recherche dans laquelle l'investigation de la trace prend un double sens. La trace pour l'historien, c'est d'abord la documentation qui sert de base à notre travail, et sans laquelle on ne peut rien faire. Et cette documentation, elle est soit neuve, c'est-à-dire qu'on apporte de nouvelles choses, qu'on a trouvé de nouveaux documents, soit c'est la même documentation, mais qu'on interroge autrement. Et en ce sens, je pense qu'il y a un vrai parallèle entre les métiers d'historien et de policier scientifique, puisqu'on suit les traces, on a des investigations, des méthodes qui se ressemblent, les uns comme les autres. On a nos cold cases, et l'affaire Vacher en est un, et il n'est pas anodin non plus que nos interventions se fassent ici pour la fête de la science aux Archives nationales, qui est pour les historiens, modernes et contemporaines, un gisement d'informations quasi inépuisable. Et puis le deuxième sens du mot, évidemment, de la trace, c'est qu'une fois qu'on a fait le tour de la documentation possible sur un cas, moi je parle donc de l'affaire Joseph Vacher, c'est de circonscrire dans cette documentation ce qui nous parle de la quête du tueur, ce qui permet d'établir les circonstances de son arrestation, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Or, ce qui est d'emblée intéressant dans l'affaire Vacher, c'est que cette question n'a jamais vraiment été tellement soulevée, on s'est beaucoup plus intéressé à ce qui s'est passé après l'arrestation. Et on pourrait d'ailleurs se dire d'emblée qu'après tout, c'est un bel événement à mettre au crédit de la police scientifique de l'époque, puisqu'au fond, Joseph Vacher est un éventreur, tueur en série. Des éventreurs tueurs en série, on a eu au moins un très célèbre avant lui, 10 ans avant, l'éventreur de Londres, qu'on présente souvent sous le prénom de Jack l'éventreur. Or, cet éventreur a bien cessé son activité à un moment donné, mais on ne sait pas pourquoi, puisqu'on n'a jamais réussi à l'arrêter de son vivant. Donc on pourrait dire, ah vous voyez, nous on a un éventreur 10 ans après, et quand même, on n'est pas mauvais en France, on l'arrête, on le juge, et en plus on le guillotine, ce qui ne peut pas faire de mal pour la récidive. Alors finalement, comment on fait en France à la fin du XIXe siècle pour pister un tueur en série et l'arrêter? Donc je vais vous proposer un plan. Donc Pierre a parlé du deuxième livre. Oui, je l'appelle la Bible de la vacherie, parce que ça fait des mois que je travaille dessus, et que je suis très content qu'il sorte. C'est le livre donc, qui est pour vous à droite et paraît chez Jérôme Millon au début novembre. Celui-ci est un roman historique pour reconstituer un peu les conditions de l'histoire du procès, qui est un procès qui m'a énormément étonné parce que Vacher a fait rire. Donc un tueur en série qui fait rire à son procès, c'est quand même un petit peu déconcertant. Enfin, je l'ai pas pris sous l'angle comique quand même, parce que le côté rigolo m'a un peu échappé, mais j'ai essayé de faire comprendre comment ça se fait rire à l'époque. Mais surtout, le deuxième ouvrage, lui, est un livre aussi d'archives, qui reproduit des archives, et qui reproduit notamment, en le corrigeant d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, le livre d'Alexandre Lacassagne, le médecin légiste,
qui avait consacré un livre entier à l'affaire Joseph Vacher, en reproduisant des pièces judiciaires qui parfois d'ailleurs ne sont pas parfaitement reproduites. Voilà. Bon alors le plan, et donc tu es le gardien du temps, hein, Oui, n'hésite pas. Je vais vous parler de ça en trois moments. D'abord vous rappeler l'affaire Vacher, parce que même si bien sûr en tant que spécialiste de l'histoire je ne conçois pas qu'on ne puisse pas la connaître, mais enfin j'imagine bien qu'il faille un petit rappel. Deuxièmement, donc la question des traces, de la traque du tueur en série à son arrestation. Comment le tueur a-t-il pu tuer en série? Quelles ont été les conditions qui lui ont permis de tuer à plusieurs reprises sans être arrêté? Et symétriquement, quelles ont été les conditions qui ont fait que finalement on l'a quand même arrêté? Et puis troisièmement, les investigations, c'est-à-dire dans cette histoire, où sont passés les experts? Parce que j'avoue que je les ai un peu perdus en chemin, donc je vais essayer de les retrouver, de vous dire quels sont les experts qu'on peut identifier dans cette histoire d'arrestation d'un tueur en série. Alors, donc, premièrement, l'affaire Vacher. Alors, l'affaire Vacher, je la fais commencer, le sinistre éventreur est né en 1869, mais je la fais commencer seulement au moment où il commet ses crimes en série, c'est-à-dire en 1894, premier crime commis. Soit dit en passant, 50 jours après qu'il a été sorti, considéré comme étant guéri d'un asile psychiatrique, comme on appelle à l'époque les asiles d'aliénés, ce qui n'est pas complètement anodin. Donc ce Vacher, on le connaît très probablement en grande partie par cette photo, aussi j'y reviendrai par un film de Bertrand Tavernier, Le Juge et l'assassin. Et c'est un tueur en série, je dirais, itinérant, c'est-à-dire qu'il a essentiellement commis ses crimes donc, sur un laps de temps de 4 ans avant son arrestation. Il a commis un nombre de crimes dont on peut dire qu'il y en a 11 qu'il a avoué, certainement plus, mais je ne vous donnerai pas le chiffre du plus. La particularité de ces assassinats, à l'exception d'un qui est sur une femme âgée, c'est que ce sont des jeunes victimes, jeunes hommes ou jeunes femmes, que ce sont des crimes en partie sexuels, avec des mutilations du corps. Bon, je passe sur les détails parce que c'est pas essentiel, mais enfin disons que ce sont des crimes qui suscitent vraiment une réprobation morale très importante à chaque fois qu'on les découvre. Et la carte n'est pas forcément très lisible, elle vient des archives départementales du Rhône, mais vous voyez que Vacher, donc, on l'appellera d'ailleurs le Jack l'éventreur du Sud-Est, hein, c'est qu'il commet beaucoup de crimes surtout autour de Lyon, en Ardèche, dans les Alpes aussi, dans l'Ain, et puis il va se promener comme ça, il va jusqu'en Bretagne, vous voyez, il remonte sur la Normandie, il va à Paris, il descend sur les Pyrénées également à un moment donné. Il est tenté de passer la frontière espagnole, malheureusement il n'y va pas, et il repart sur Lourdes, et puis ensuite sur le Tarn, et il repart également sur Lyon, Lyon étant un peu la capitale de l'endroit où il réside en tant que vagabond, mais pas au sens légal du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas un mendiant. Quand on l'arrête, il a toujours un petit peu d'argent sur lui, donc il n'est pas vraiment inquiété pour ça. Et puis Vacher donc commet ses crimes, j'y reviendrai, et il est arrêté le 4 août 1897 à Champy, qui est une petite commune de l'Ardèche, et transféré à Belay, département de l'Ain, où il y a un juge d'instruction qui avait lancé un signalement pour un crime commis en 1895 sur la personne de Victor Portal. Voilà, et ensuite l'affaire Vacher commence vraiment, en tout cas dans le mémoire que l'on en a conservé, parce qu'il y a une relation particulière qui va se tisser entre le juge d'instruction, qui veut absolument obtenir les aveux de Joseph Vacher, et Vacher qui va discuter et qui va effectivement avouer et donner pas mal d'informations au juge. Donc les images, si vous voulez, qu'on a de l'affaire, c'est l'image d'une confrontation entre un juge et un assassin, le juge obtenant les aveux de l'assassin étant médiatisés en tout cas pas mal à l'époque. Alors les aveux, comme vous le savez, c'est la preuve reine dans le système judiciaire français depuis l'Ancien Régime. Avouer, c'est formidable. En plus, là, Vacher fait des aveux écrits, donc on peut dire tout est parfait. Finalement, un tueur en série, c'est le coupable idéal, puisqu'il est plusieurs fois coupable. En plus, il avoue tous ses crimes, donc c'est bon. Et en réalité, la véritable histoire de l'affaire Vacher, c'est la complication que la justice a à faire juger cet homme. Ça ira jusqu'au procès, jusqu'à des querelles d'expertise. Le procès donc a lieu en octobre 1898 et Joseph Vacher est finalement guillotiné, le recours en grâce est refusé, guillotiné le 31 décembre 1898. On fait des moulages de son cerveau, on cherche les anomalies, etc. Il y a toute une controverse sur son état mental aussi.
Et il y a une postérité de l'affaire quand même, malgré tout. Déjà à l'époque, on considère que le Jack l'Éventreur français dépasse le Jack l'Éventreur lantonien. Et s'il y a eu une inversion petit à petit dans les imaginaires, c'est, je pense, en grande partie parce qu'on peut faire beaucoup plus de fiction sur un Jack l'Éventreur qu'on n'a jamais arrêté, plutôt que sur Joseph Vacher, donc, pour lequel il y a un gros dossier qu'il faut lire et qu'il faut analyser, et donc qui laisse un peu moins de place, je dirais, à l'imaginaire. Vacher donc, a été un petit peu réactivé en France au XXe siècle à travers une série BD qui s'appelait Le crime ne paie pas, dans François. Ensuite, pour la première fois dans une émission de Pierre Bellemare en 1975. Et puis surtout, à peu près au même moment, Bertrand Tavernier préparait un film qui s'appelle Le juge et l'assassin, qui est un très bon film dans lequel, qui s'est en grande partie appuyé sur les mémoires du juge d'instruction, rédigés 30 ans après l'affaire, et qui insiste moins sur comment on a réussi à arrêter le tueur que plutôt sur comment on a obtenu ses aveux, avec le rôle phare joué par Michel Galabru, qui joue le rôle de Bouvier, qui est en fait Vacher, et puis Philippe Noiret dans le rôle du juge d'instruction. Donc voilà pour un peu le déroulement de l'affaire et sa mémoire. Alors maintenant, là, les traces, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que le tueur a pu tuer à plusieurs reprises sans être inquiété. D'abord parce que c'est un assassin qui a des caractéristiques particulières. Il a un parcours social qui n'est pas que marginal, bien au contraire. Il a d'abord été un certain temps frère mariste. Les frères maristes, c'était des frères qui se destinaient à être instituteurs. Donc vous voyez un petit peu le profil. Et puis ensuite, surtout, il a été à l'armée, il a franchi les grades jusqu'à être sergent au 60e régiment d'infanterie en place à Besançon. Et donc, quand il a arrêté l'armée, parce qu'il a été congédié de cette manière, réformé pour trouble manteau, il a conservé son livret militaire, et il a conservé aussi une partie de son uniforme, notamment sa tunique. Deuxièmement, les victimes. Elles n'ont aucun lien entre elles. Joseph Vacher ne les connaît pas, et par contre, elles sont à peu près toutes les mêmes caractéristiques. Elles sont jeunes ou âgées, c'est-à-dire qu'elles opposent au tueur une très faible opposition physique, parce que Vacher est quelqu'un d'assez costaud, d'une corpulence athlétique, et de la manière dont il s'y prend, c'est-à-dire qu'il les égorge d'abord, il a très peu de chance à d'avoir une résistance du côté des victimes. Ensuite, il y a l'éloignement des sites sur lesquels il commet ses crimes. Vacher commet ses crimes jamais au même endroit. Ce qui est peut-être un peu étonnant, c'est que le premier qu'il commet est à 8 km de son village natal. Donc pour le coup de la préméditation, je pense qu'on peut, ça donne à réfléchir. Et par contre, dès qu'il commet son crime, il essaie de cacher le corps sur le bas-côté, etc. Il remet des branchages dessus. Et surtout, il a une capacité de marche assez impressionnante. Il est capable d'aligner 40, 50, 60 km dans de la moyenne montagne. Et donc ça fait que le temps que la maréchaussée se mette en place, le temps que les forces de l'ordre, notamment de la gendarmerie, même à cheval, commencent à faire des investigations, il faut savoir que les ressorts judiciaires aussi communiquent assez mal entre eux à l'époque, et bien Vacher a le temps de partir, et bien qu'il soit plus ou moins identifié, on a du mal à le trouver. Les lieux du crime aussi, et les lieux du crime ne sont jamais anodins, ce sont toujours des lieux plus ou moins déserts, des chemins vicinaux ou des bergeries abandonnées, en tout cas loin des habitations. Donc ça participe au fait qu'il puisse commettre ses crimes en toute impunité. Alors qu'est-ce qui participe à l'arrêt de la série? Je dirais à peu près les mêmes motifs, sauf qu'il faut les regarder un tout petit peu autrement. C'est-à-dire que l'assassin lui-même déjà a des caractéristiques, et des caractéristiques qui font que quand il est vagabond et qu'on le voit passer dans un village, on ne l'oublie pas. Pourquoi on ne l'oublie pas? Parce que d'abord il a un visage particulier qu'on voit mal sur la photo la plus connue, et quand on s'amuse à l'inverser, en fait, on voit un peu mieux que dans le visage, il a un regard particulier, qui est lié en fait au fait qu'il a une asymétrie faciale. Il a une partie du visage qui n'est pas mobile, qui est fixe, et lorsqu'il parle, sa bouche se déforme. Donc il y a cette première chose, et la deuxième, c'est qu'il est habillé d'une certaine manière, bon, même si la toque en poil de lapin blanc est un attribut tardif de Vacher, mais enfin il a des habits, je dirais comme tous les gens du XIXe siècle, oui, sauf que les habits on n'en change pas très souvent, donc la façon de s'habiller, évidemment, procède aussi du signalement de Vacher. Ce qui va arrêter la série, c'est aussi les victimes, de cette manière, au sens où toutes les victimes n'ont aucune relation entre elles en tant que personnes vivantes, mais elles ont une relation entre elles en tant que corps du délit, parce que la manière dont les blessures sont infligées, la posture des corps et la façon dont ils reposent sur ce qu'on n'appelle pas encore les scènes de crime, font penser petit à petit qu'on a affaire à un même auteur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est la personne,
mais on est à peu près sûr que la personne qui a tué en 1895 tel individu est la même qui a tué en 1896 telle autre personne. Et ça, ces relations, on les fait peu à peu. Et puis l'éloignement des sites va être effacé par le signalement, finalement, d'un vagabond. Donc des vagabonds, il y en a beaucoup à l'époque, mais on a le signalement d'un suspect à crimes multiples qui commence à se diffuser au-delà des ressorts judiciaires dans lesquels il a agi. Et puis enfin, le lieu du crime. Finalement, c'est le lieu du crime qui va perdre Vacher, parce que Vacher, comme je l'ai dit, agit, que ce soit spontanément ou par préméditation, ça je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, comme par hasard, il agit toujours dans des milieux isolés, mais pour son dernier crime, il se trompe. Il attaque une femme qui est en train de ramasser des pommes de pin dans une forêt. Il pense qu'elle est seule, et en fait son mari est à peu près à 300 mètres, la femme est plus âgée que prévu, en tout cas plus forte, elle se défend, elle crie, son mari arrive, des habitants arrivent, et finalement, Vacher est arrêté. Donc voilà à peu près l'histoire. Le troisième point de mon intervention, c'est finalement, mais alors, où sont les experts? C'est-à-dire comment tout ça s'est déroulé, et quelle est la place des personnes qui devaient traquer Vacher et qui auraient dû peut-être l'arrêter à la place, je viens quand même de le dire, de la population. Alors d'abord la gendarmerie. La gendarmerie, c'est vraiment la force de l'ordre essentielle dans les campagnes de la France de la fin du XIXe siècle. Donc elle constitue la force de l'ordre principale en milieu rural. Elle est présente pour les transferts des détenus, elle est présente pour les prises de corps, elle est présente pour exécuter toutes les commissions rogatoires demandées par les juges d'instruction lorsqu'il s'agit de commettre des dépositions, de faire venir des témoins ou de recueillir des informations à la demande des juges d'instruction. Et donc elles sont vraiment absolument centrales. Les gendarmes occupent une place centrale dans le dispositif, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les voit représentés dans cette image à gauche, où on voit une scène de déposition de Vacher devant le juge d'instruction Émile Fourquet, et vous voyez que les gendarmes sont parfaitement représentés comme assistants à la scène. Et puis les gendarmes, vous les revoyez encore dans l'autre dessin, là, qui est une du Progrès illustré, au moment de l'ouverture du procès de Vacher. Vous voyez en haut à gauche un gendarme à vélocipède, comme on dit à l'époque, qui interroge Joseph Vacher. D'accord ? Donc, et c'est la première image en haut à gauche, donc c'est une image importante. C'est une image importante, sauf que si on l'agrandit, on voit autre chose. Quand on regarde bien, en haut à droite, donc on voit à gauche donc, le gendarme qui interpelle Vacher, donnez-moi vos papiers. On voit que les papiers, c'est un livret, donc c'est le livret militaire de Vacher. Et derrière, en haut à droite, donc je l'ai mis un peu en rouge pour que vous voyez bien, on voit quoi? On voit une bergère qui garde son troupeau et qui n'est pas morte. D'accord? Alors on pourrait dire, ah ben voilà c'est formidable, on voit bien que la gendarmerie fait son boulot, elle arrête Vacher avant qu'il commette un crime, et donc gloire à nos forces de l'ordre. Mais en réalité, le contexte, parce que les images ne peuvent pas se lire en dehors des contextes, le contexte est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il court dans l'affaire Vacher l'idée que les gendarmes ont tout fait sauf de la bonne arrestation, parce qu'ils l'ont croisé à plusieurs reprises, ils l'ont arrêté à plusieurs reprises, lui demandant ses papiers, et Vacher présentant son livret militaire, les gendarmes ont fait le salut militaire et l'ont laissé partir. Et Vacher d'ailleurs le raconte, il dit une fois ils m'ont arrêté, ils me cherchaient, je leur ai donné mon livret, après je suis parti tranquillement, me soulager un besoin naturel derrière un fourré, je les ai vus revenir parce qu'ils s'étaient repris, et puis ils m'ont pas retrouvé, et puis voilà. Donc ça fait bien rigoler en fait, à la fois la presse qui se moque de la gendarmerie, et également dans les complaintes criminelles, parce qu'à l'époque, quand il y a des grands crimes, on chante sur des airs connus, et il y a plusieurs complaintes qui moquent l'action de la force de police. Alors un extrait, le couplet 11 d'une complainte, la vengeresse police, au hasard, pendant ce temps, arrêtait des innocents pour embêter la justice, qui ne pouvait se débarrasser de tant d'affaires à classer. D'accord ? Et puis un autre extrait aussi, dans une complainte qui parle de plein de choses, mais qui incite sur le rôle de la police dans la morale de l'histoire. La morale de l'histoire, c'est qu'on devrait nommer les gendarmes pour surveiller pré, chemin, voie, mais c'est notoire, on en fait par trop souvent des électoraux agents. Parce qu'à l'époque, la gendarmerie sert autant à la surveillance de la population qu'à la sécurité de la population. Elle renvoie des notes d'information sur ce que pense la population, etc. Et je dirais peut-être le plus fort, c'est encore celui-ci, qui est paru dans une revue parisienne, sur une complainte de Vacher. Donc on va peut-être essayer de le faire avec l'air de faiblesse.
Que faisaient donc les gendarmes et ceux de la sûreté? Dames sur tant d'atrocités, ils versaient de grosses larmes. Mais ils cherchaient dans le Var quand l'autre était dans le Gard. Mais ils cherchaient dans le Var quand l'autre était dans le Gard. Donc on se marre bien en fait. Donc la gendarmerie, non, elle n'a pas de rôle central dans cette affaire. Elle a au contraire un rôle où on montre que dit mais que fait la police? Alors les médecins maintenant. Les médecins, eux, ils vont avoir un rôle important parce qu'évidemment à chaque décès il y a une autopsie. Et il y a un rapport d'autopsie, parce que c'est partie des pièces judiciaires des instructions. Parce que quand on présente l'affaire Vacher, on présente toujours l'affaire Vacher après l'arrestation. Mais si Vacher a commis, mettons, que 11 assassinats, ce qui est douteux, ça veut dire qu'il y a eu 11 instructions différentes, avec 11 juges différents, donc 11 dossiers différents, qui n'ont d'ailleurs jamais été regroupés. Ce qui explique en partie le fait que ça a mis longtemps. Et vous voyez, les rapports d'autopsie décrivent toujours un peu la scène de crime, mais d'ailleurs ne la dessinent pas. Ce sont des dessins qui, une fois de plus, ont été faits a posteriori, probablement par la CASSAM ou par ses aides. Et les investigations se concentrent vraiment sur ce qu'on appelle le corps du délit, c'est-à-dire le corps de la victime, les blessures qui sont décrites avec beaucoup de minutie et qui permettent de les mettre en série. Et il y a le travail des experts aussi qui va au-delà du corps des délits, qui porte aussi sur, mais finalement, la personnalité de Joseph Vacher. C'est-à-dire qui est cette personne, comment se fait-il qu'il ait commis ces crimes, donc on essaie de reconstituer son histoire, sa biographie pour comprendre les raisons du passage. Vous me dire, mais comment se fait-il qu'on n'ait pas eu des bonnes fiches de Joseph Vacher au service central de l'identité judiciaire et que tout ça n'ait pas fonctionné comme on pourrait l'espérer dans le meilleur des mondes, hein, comme vous l'avez vu avec l'exposition ici aux Archives nationales, on est en 1898, donc le système commence déjà à pas trop mal fonctionner. Eh bien oui, effectivement, l'identité judiciaire a été sollicitée, surtout lorsque le juge Fourquet a réouvert l'enquête en 1897 d'un assassinat qui avait été commis 2 ans plus tôt dans son ressort. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est le contexte. C'est-à-dire que quand le juge Fourquet rouvre une enquête il y a 2 ans, c'est qu'en fait il la rouvre à la demande de son procureur qui, lui, a eu vent d'une affaire similaire qui s'est passé 2 mois auparavant, mais dans un autre sort judiciaire, à Lyon. Et il dit, tiens, dis donc, il y a eu tel assassinat à Courzieux-la-Giraudière, j'ai l'impression que ça ressemble à celui d'il y a 2 ans, vous devriez rouvrir l'affaire Portalier. Et le juge dit, rouvre l'affaire, il n'y connaît rien, il ne connaît pas l'affaire, il regarde et il se dit, ouais, il y a certainement quelque chose à faire, donc on va arrêter, on va chercher les suspects. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le juge Fourquet, avant d'avoir arrêté Vacher, il a arrêté 5 personnes. Et à chaque fois qu'il a eu un suspect, il a dit « c'est lui, c'est sûr ». C'est lui, c'est sûr. Et parmi les « c'est lui, c'est sûr », il en a eu un dont il était particulièrement sûr que c'était lui, parce qu'il a écrit à l'identité judiciaire pour savoir qui était ce Pigliano, et l'identité judiciaire a envoyé 6 fiches d'anthropométrie en disant « c'est le même homme ». C'est-à-dire cet homme s'est déjà présenté dans nos services sous 6 identités différentes. Donc là, le juge dit « c'est bon, je tiens mon assassin ». Donc vous voyez que finalement le service de l'identité judiciaire, là, il a eu un rôle, je dirais, faible sur l'identification de Vacher, mais par contre il a eu un rôle important sur dévier les soupçons sur un suspect qui n'était pas le coupable. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est que dans cette histoire, c'est que Joseph Vacher va certes avoir sa fiche anthropométrique, mais une fois qu'il est arrêté, il n'y a jamais eu de fiche pour Vacher avant, et pour cause, puisqu'il n'avait été arrêté qu'une seule fois, et pas pour des faits d'attentat à la pudeur, mais pour des faits de vagabondage avec violence. Et cette fiche qui a été dressée après, c'est parce que lorsqu'il est arrêté à Champy, pour tentative de viol, il y a un signalement qui avait été fait à Belay, et le juge se dit « ah bah tiens, c'est peut-être ce gars-là ». Donc il écrit au juge de Belay, il dit bah, « j'ai quelqu'un là sous la main, c'est peut-être votre gars, voyez sa fiche anthropométrique ». Et donc la fiche anthropométrique est dressée après l'arrestation. Et le juge de Belay dit « non mais moi je préférerais une photo ». Alors à Tournon, il dit « ouais mais nous on n'a pas les moyens de payer une photo, le photographe il veut pas, donc le plus simple c'est que je vous l'envoie ». Donc il l'envoie à Belay. Et finalement, la photo est faite dans la prison de Belay et en aucun cas sur les bases du bertillonnage. Elle est faite en portrait, comme vous l'avez vu. Et c'est cette photo qui va être montrée par commission rogatoire dans tous les lieux où est passé Vacher pour savoir si c'était bien. Alors j'en viens à ma conclusion. La place de l'affaire dans l'histoire de la police scientifique, finalement,
il me semble que l'affaire Vachet, elle présente un moment charnière de bascule entre deux époques, sur bien des points d'ailleurs, hein, pas sur seulement sur la question de la police scientifique, mais sur la controverse sur la santé mentale de l'inculpé, par la dimension sexuelle de ces crimes aussi, par les lieux d'assassinat, par le choix de ces victimes. Ce ne sont pas des prostituées comme Jack l'éventreur de Londres, ce sont des jeunes gens, donc, qui sont des figures de victimes qui deviendront les victimes les plus importantes au XXe siècle, et puis pour ce qui nous retient aujourd'hui, pour les circonstances de l'arrestation. Donc d'une certaine manière, l'arrestation, elle renvoie à un temps archaïque de la justice française, ou en tout cas très ancien. À l'époque médiévale, la population avait le droit d'arrêter un coupable dès lors qu'il était pris en situation de flagrance. Et là, on est typiquement dans ce cas-là, avec ce qu'on appelait les situations de cri judiciaire, où on criait de village en village, jusqu'à ce que l'autorité puisse faire la prise de corps et reprenne l'individu. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour José Bachet. Il a d'abord été arrêté par la population, mis sous séquestre dans une auberge, et la maréchaussée est arrivée ensuite. Bon, ensuite, on peut dire que c'est un temps où la police scientifique et technique n'est guère présente ni mise en valeur, donc les fiches anthropométriques, elles n'ont servi qu'à fortifier les soupçons du juge sur un suspect innocent, elles n'ont pas été déterminantes. Mais c'est aussi bien sûr une époque où on n'a pas de moyens d'investigation sur les traces bien présentes, mais invisibles en raison de l'état des connaissances. Il n'y a pas d'outil de détection de l'ADN parce qu'on ne connaît pas la génétique, on ne procède pas à des relevés de traces de sang parce que c'est à la campagne et que ça coûte cher et qu'on n'a pas les moyens. Et puis c'est archaïque aussi, même dans le mode de signalement du suspect, parce que je ne l'ai pas lu avec vous, on n'a pas le temps, mais le signalement du suspect, c'était il porte tel chapeau de paille, Panama, etc. Sauf que Vachet change le chapeau de temps en temps quand même, et puis il change aussi d'habit, et donc du coup ça n'aide pas beaucoup pour l'arrêter. Mais en même temps, je dirais en parallèle, il y a aussi toute une série de faits qui annoncent des intentions criminologiques et des méthodes d'investigation modernes. Les intentions, c'est qu'une fois que Vachet va être arrêté, on va dire mais comment on peut faire pour ne plus que ça se renouvelle, et on va proposer deux choses, une réflexion sur la dangerosité, c'est-à-dire comment dépister ces gens-là avant qu'ils commettent leur crime, qui sera appelé à beaucoup d'autres développements, et puis aussi de demander une amélioration en gros du renseignement, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que si on avait regroupé toutes ces affaires non résolues, quelque part à Paris, et qu'on avait dévolu un juge unique pour s'occuper de ce cas-là, ou pour s'occuper de ces cas non résolus, peut-être qu'on aurait résolu l'affaire plus rapidement. Donc là, on voit que ce sont des problématiques qui sont très contemporaines. Et puis, il y a aussi le rôle des médecins légistes qui ont décrit le corps des victimes. Comme disait Alexandre Lacassagne, qui a rassemblé les expertises, il disait qu'il y avait là, entre guillemets, un tour de main, et que l'interprétation de ce tour de main permettait de comprendre la personnalité de l'individu, parce que les actes, je cite, sont des paroles, et comme la manifestation d'un langage intérieur. La dernière conséquence d'un raisonnement. C'est-à-dire que la façon dont vous agissez, c'est le produit d'un raisonnement, même s'il est plus ou moins inconscient. Alors, et il dit bien que tout ça est fait dans des conditions presque identiques, c'est toujours la même méthode. Alors, on pourra dire, ah ouais, alors donc c'est du profilage. Ce serait l'ancêtre du profilage, chez Lacassagne. Il aurait un côté judiciaire, mentaliste aussi pour le juge, parce qu'après tout, le juge, il a bien fini par s'occuper de Vachet. Bon, alors, comme je dis, pour le juge, moi, il faut le disqualifier d'emblée comme mentaliste, parce qu'il a quand même attrapé 5 personnes avant Vachet, il était prêt à leur coller le crime. Il les a inculpés quand même, donc inculpés, ça n'est pas rien. Et puis Lacassagne, profileur équivalent du chirurgien Thomas Bond pour Jack l'éventreur, bah non, parce qu'il intervient après l'enquête. Il intervient au moment de l'information judiciaire, après l'arrestation de Vachet. Donc évidemment, le rôle des profileurs, profession psychologue à l'époque, n'existe pas, parce que déjà la psychologie ne s'est pas émancipée de la médecine aliéniste. Et comme vous le savez aussi, très probablement, le profil de profileur est largement mythique, comme l'est d'ailleurs celui de l'idéaltype du tueur en série. Et en fait, s'il y a eu un profilage, entre guillemets, de Vachet, ça a été un processus à multiples acteurs, donc des médecins qui n'étaient pas coordonnés, des médecins, plusieurs magistrats, des journalistes aussi, qui petit à petit dans la presse ont dit mais on a affaire à un individu qui est le même. Les indices ont été cumulatifs, ils ont croisé les informations sur le vagabond suspect, les caractéristiques physiques, les caractéristiques des actes, et finalement, ce qu'a perdu Vachet, évidemment, c'est la série. Donc c'est eu un profilage, il a vraiment été rétrospectif, et il a été très accentué après l'arrestation. C'est que vraiment après l'arrestation, on avait enfin le tueur sous la main, et on l'a examiné sous toutes les coutures, on a même fait passer une radiographie du cerveau à une époque très rare. Donc pour conclure, on est vraiment très loin de la détective nouvelle à la Sherlock Holmes, ou des méthodes des experts contemporains, et donc il est grand temps maintenant de revenir au présent pour donner la parole au général Richard Marles.